Avant de commencer, permettez-moi de féliciter M. Diouf qui vient de terminer son exposé. J'allais dire, voilà une référence en philosophie pour ne pas dire un repère. Je dis souvent à mes élèves en classe, quand on opère sans repère, on se perd dans une mer amère. M. Songe Diouf est un repère dans cette discipline qu'on appelle la philosophie. Il n'est pas facile de prendre la parole après les philosophes, dans la mesure où en philosophie nous sommes à la quête perpétuelle de la vérité. Mais en histoire géo, nous sommes dans la réalité. Dans la mesure où, en classe de terminale, la plupart du temps, les élèves ont du mal à cerner un peu les thèmes, dans la mesure où, encore une fois, les leçons sont kilométriques, mais aussi, il faut le dire, il y a énormément de choses à retenir. C'est pourquoi l'élève a besoin de méthodes pour pouvoir comprendre l'essentiel du programme. Et si vous voyez en classe de terminale, surtout en histoire, le programme se résume en une date, une seule. C'est l'année 1945. Ce n'est pas facile à comprendre, mais c'est la réalité. La première leçon d'histoire est intitulée « Les règlements du conflit et les conséquences de la Seconde Guerre mondiale ». Dans vos classes respectives, les collègues souvent vous parlent des conséquences, ensuite ils reviennent vers les règlements du conflit. Mais j'ai un conseil à vous donner. En apprenant cette leçon, commencez par les règlements du conflit et terminez par les conséquences. Le pourquoi. Si vous voyez les règlements du conflit, la plupart du temps, on nous parle des conférences qui se sont tenues. Et les conférences se sont tenues pendant la guerre et non après la guerre. Or, quand on parle de bilan, c'est après le conflit. Je me vois mal parler du bilan en faisant comprendre à mes élèves que nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nous tirons un bilan, ensuite revenir, parler à ces élèves de l'année 1941, la conférence de l'Atlantique, 1943, la conférence de Téhéran, février 1945, la conférence de Yalta, 8 mai 1945, capitulation de l'Allemagne, au mois de juin 1945, la création de l'ONU, juillet-août 1945, la conférence de Potsdam, 6-9 août 1945, les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, 2 septembre 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. Raison pour laquelle, de préférence, commencer par les règlements du conflit. Mais je ne saurais commencer cette leçon sans pour autant vous rappeler un peu les circonstances qui nous ont menés à cette guerre. En réalité, si nous parlons de la Seconde Guerre mondiale, c'est parce qu'il y a un mauvais règlement de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, 14-18, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais c'est pour annoncer, car nous sommes en histoire. Qui parle d'histoire parle de contexte historique. Et en tant qu'élève de terminale, vous savez c'est quoi le contexte historique. En 1914, une guerre a opposé la Triple Entente et la Triple Alliance. La guerre prend fin en 1918. Le traité de Versailles a infligé des sanctions à l'Allemagne. Pendant cette période, un jeune soldat du nom d'Adolf Hitler était dans les rangs. Il n'était pas encore chancelier. En 1929, après la création de la SDN en 1919, dont la mission principale, c'était le maintien de la paix et de la sécurité. En 1929, le monde va plonger dans une crise, communément appelée la crise des années 30. En 1933, 2 événements majeurs. L'arrivée à la tête de l'Allemagne de ce petit soldat qui était dans les rangs. Il devient le chancelier qu'on appelle Hitler. À côté, nous avons l'arrivée d'un président, un sage, à la tête des États-Unis. Je veux nommer Franklin Delano Roosevelt. C'est Roosevelt qui a proposé la solution de sorte de crise à travers une politique qu'on appelle le New Deal, la nouvelle donne.
les États-Unis sortent de la crise des années 30, le monde entier sort de cette crise. Malheureusement, au moment où on devrait souffler, le monde va plonger en 1939 dans un second conflit qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale. Mais n'oubliez pas, avant le 1er septembre 1939, Hitler, intelligent qu'il est, il avait préparé la guerre au moment où ses adversaires ne l'ont pas préparé. Il a signé un pacte de non-agression avec l'URSS, communément appelé le pacte de non-agression germano-soviétique. Comme Hitler, lorsqu'il était en prison, parce que n'oubliez pas que Hitler a été prisonnier de guerre, il a été emprisonné. En prison, il a commencé à écrire un livre intitulé Mein Kampf, Mon combat. Hitler n'a pas dit notre combat. Il faut connaître qui est Hitler d'abord. Hitler, il a le pouvoir, mais Hitler a un passé très bizarre. Lorsque je vais entamer le conflit israélo-palestinien, je vais revenir sur ça. Lorsque Hitler a écrit ce livre, dans sa tête et ses pensées, dans le monde entier, il n'existait qu'une race supérieure. C'est la race aryenne, c'est la race allemande. Or, si on remonte l'histoire, Hitler lui-même, il n'est pas allemand. Mais en dehors de cela, Hitler pensait que l'Allemagne devrait et doit, à la limite, envahir et dominer le continent européen. Je rappelle aux élèves, il n'est pas le premier à le dire. Si vous allez en classe de première, dans une leçon intitulée L'impérialisme, Jules Ferry avait dit « Les races supérieures ont des droits sur les races inférieures ». La seule différence, c'est quoi? Hitler n'a pas dit « les », il a dit « man ». Donc cela veut dire quoi? Même la France, Belgique, tout ce que vous voulez appartiennent aux races inférieures. Une seule race supérieure existe, c'est la race allemande. Le 1er septembre, Hitler a envahi la Pologne. Mais on me dit que c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Mais je ne suis pas d'accord. Parce que pendant cette période, la guerre n'était pas encore mondiale, la guerre, elle est européenne. Car c'est une guerre qui oppose l'Allemagne à la Pologne. Mais qu'est-ce qui se passe? La France et la Grande-Bretagne, qui avaient signé un pacte avec la Pologne, se sentant menacées, déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1945. Mais la guerre, elle reste européenne. Nous avons l'Allemagne, nous avons la Pologne, nous avons la Grande-Bretagne, nous avons la France. En Europe, nous avons un pays qui pratiquement avait les mêmes pratiques que l'Allemagne, dirigé par un dictateur du nom de Mussolini. Je veux nommer Italie. L'Italie se range derrière l'Allemagne et les deux commencent à former un groupe qu'on appelle les forces de l'Axe. L'autre, la France, la Grande-Bretagne et la Pologne, on nous parle des alliés. Mais pour le moment, vous n'avez pas encore entendu deux grands qu'on appelle les États-Unis et l'URSS. Pour l'URSS, elle ne peut pas encore entrer dans la danse car elle avait signé le pacte de non-agression germano-soviétique. Mais j'ai l'habitude de dire, l'appétit vient en mangeant. Le Japon, qui avait aussi démarré l'impérialisme en Asie, déjà en 1910, le Japon a envahi la Corée. En 1937, le Japon a envahi la Chine. En 1942, le Japon a envahi l'Indochine. Donc la pratique allemande est appliquée en Asie par un pays qu'on appelle le Japon. Malheureusement, vous allez vous rendre compte que c'est ce même Japon qui va pousser demain les États-Unis à entrer dans la danse. Mais avant le Japon, l'URSS, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appétit vient en mangeant. Lorsque Hitler a envahi la Pologne et que la France va capituler à la limite, le général de Gaulle va fuir en France pour prononcer son fameux discours où il demandait aux Français de résister. Au moment où il demandait aux Français de résister, lui, il se trouvait où? À Londres. Les problèmes commencent. Hitler a décidé en 1941 de rompre le pacte germano-soviétique. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque l'URSS. Mais le moment n'était pas propice. Nous sommes, pendant quelle période? La période de l'hiver. Tout le monde sait que qui parle d'hiver parle de froid glacial. Nous sommes en URSS, il fait extrêmement froid. Les Allemands avaient du mal à progresser. Et Staline a pratiqué quoi? Ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Là où il passe, il met le feu pour empêcher la progression
des Allemands. La même année, 1941, le Japon, pour maîtriser et contrôler le Pacifique, va bombarder une flotte aérienne à Pearl Harbor, dans les îles Hawaï, appartenant aux États-Unis. Les Américains considèrent ce bombardement comme une déclaration de guerre. L'URSS entre dans la danse en 1941. La même année, les États-Unis entrent dans la danse. Mais là aussi, il faut comprendre une chose. L'URSS a été attaquée par l'Allemagne, donc l'URSS ne peut pas se ranger derrière l'Allemagne. L'URSS se range derrière la France et la Grande-Bretagne. Le camp des Alliés va se renforcer. Le Japon, qui a les mêmes pratiques avec les Allemands, se range derrière les forces de l'Axe. Le rang aussi des forces de l'Axe va se fortifier. Mais les États-Unis ont été bombardés par un allié de l'Allemagne. C'est le Japon. Les Américains ne pourront jamais s'allier avec l'Allemagne. Ils vont se ranger derrière l'URSS, la France et la Grande-Bretagne. Mais il y a un problème. Est-ce que l'URSS et les États-Unis doivent cheminer ensemble? La réponse est non. Tous les opposent. Mais cette alliance de 1941 est une alliance contre nature. Les deux sont ensemble, malgré eux, parce qu'ils ont un intérêt commun. Quel est l'intérêt? Comment battre l'Allemagne? Donc l'élève doit savoir qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, logique pour logique, on doit aller vers quoi? La rupture. Et cette rupture va nous mener vers une guerre communément appelée la guerre froide ou les relations Est-Ouest. Maintenant, si vous prenez un peu le début de la guerre, nous sommes en 1941. Jusqu'à cette période, les forces de l'Axe dominent la guerre. De 1939 à 1942, ce sont les Allemands et leurs alliés qui dominaient la guerre. Mais l'entrée en guerre des États-Unis et de l'URSS change la donne. Déjà en 1943, les choses commencent à bouger. Les alliés décident de se rencontrer maintenant pour prendre des décisions qui vont leur permettre d'accélérer la fin de la guerre. Ils vont se rencontrer pour la première fois dans la capitale iranienne. Nous sommes à Téhéran du 28 novembre au 1er décembre 1943. Retenez une chose, cette conférence est purement militaire. Pourquoi? Parce que la victoire n'était pas encore imminente. Et lors de cette conférence, une seule décision m'intéresse moi. Le fait de dire qu'il faut ouvrir un second front à l'ouest pour préparer le débarquement de Normandie, qu'on a fêté le 6 juin passé. C'était le 6 juin 1944. Au sortir de cette conférence, le 6 juin 1944, on assiste au débarquement de Normandie. Au lendemain de ce débarquement, les Alliés ont senti que l'armée allemande était essoufflée. La victoire était presque sûre. Ils décident à nouveau maintenant de se rencontrer en Ukraine, près de la mer Noire, en Crimée. Je veux dire tout simplement la conférence de Yalta. C'est la conférence la plus importante de la Seconde Guerre mondiale. La conférence se tient du 4 au 11 février 1945. Des décisions importantes seront prises. Mais assurez-vous d'une chose, toutes les décisions prises à Yalta seront violées, sauf une décision, laquelle l'Organisation des Nations Unies, qu'on avait décidé de créer, et que l'idée a été émise pour la première fois en 1941. Par qui? Franklin Delano Roosevelt. Il y avait qui? Il y avait la présence de Winston Churchill, mais à l'absence de Staline. Parce que la première conférence interalliée, c'est en 1943. À Yalta, on a dit, l'Allemagne et sa capitale, Berlin, seront divisées en combien? Ah, mais il y a problème. Lors de ces conférences, on n'avait que 3 représentants. Winston Churchill représentait la Grande-Bretagne. Joseph Staline représentait l'URSS. Franklin Delano Roosevelt représentait les États-Unis. Mais arrivé à Yalta, on nous dit 4 zones. Cela veut dire quoi? On a invité la France. La France n'était pas présente. On a invité la France à prendre une zone. C'est pourquoi on n'a pas divisé l'Allemagne et sa capitale en 3 zones, mais en 4 zones d'occupation. La deuxième décision à retenir, c'est la déclaration sur l'Europe libérée. Tous les pays libérés par l'armée rouge auront le droit d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques une fois la guerre terminée. Mais je vous rappelle
l'armée rouge était l'armée la plus présente en Europe. Quand je parle de l'armée rouge, c'est l'armée de l'URSS. Et n'oubliez pas aussi, le bilan de la guerre, certes, il est lourd, mais le pays qui a plus perdu d'hommes, c'est l'URSS. Staline dira demain, tous les pays libérés par l'armée rouge resteront rouges et les problèmes vont démarrer encore. Troisième décision, l'URSS s'engage à faire la guerre contre le Japon 3 mois après la défaite allemande. Cela veut dire quoi? Les Alliés étaient presque sûrs de leur victoire. S'ils n'étaient pas sûrs de leur victoire, ils ne parleraient pas ainsi. C'est-à-dire nous nous engageons à faire la guerre contre le Japon 3 mois après la défaite allemande. Quatrième décision, les bases de l'ONU seront jetées. Mais lorsqu'on a jeté les bases de l'ONU, Staline va se lever en disant quoi? Il faut permettre aux Alliés, si nous sommes victorieux de la guerre, et nous le serons, d'avoir quoi? Le droit de veto. Il est intelligent, il prépare les lendemains. Il sait qu'il est seul dans ce groupe en tant que communiste, mais avec le droit de veto, même étant seul, il est fort. Car le droit de veto annule toute décision prise par la majorité si un membre permanent vote non. Je m'explique. Le droit de veto, on le retrouve dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU est composé de 15 membres, dont 5 membres permanents. Quand on dit permanent, on ne les change pas, même si un membre a été changé. C'est bon de le préciser, et je vais y revenir. Les 10 membres, ce sont les 10 membres non permanents, renouvelables tous les 2 ans. Les membres permanents, ce sont les vainqueurs de la guerre. C'est la raison pour laquelle, dans les membres permanents, vous ne verrez jamais un pays vaincu. L'Allemagne, actuellement, est la première puissance économique de l'Europe. L'Allemagne ne fait pas partie des membres permanents. Le Japon, pendant très longtemps, a dominé l'économie asiatique. Le Japon ne fait pas partie des membres permanents. Cela veut dire quoi? Le droit de veto est réservé aux membres permanents, c'est-à-dire aux vainqueurs de la guerre. Vous allez comprendre pourquoi Staline avait pris cette décision tout à l'heure. On sort de ces 4 décisions. Le 8 mai 1945, l'Allemagne va capituler. Mais je dis à mes élèves, au moment où la victoire va sonner, les Alliés n'auront même pas le temps de jubiler. Car ils vont découvrir en Allemagne des charniers. Hitler a préparé la mort de ceux qu'il appelait les sous-hommes. Je vais nommer les Tziganes et les Juifs. Ça va intervenir dans la 7e leçon, le conflit israélo-palestinien, ce que vous appelez la Shoah, l'extermination des Juifs. Ça montre un peu la corrélation entre la première leçon et toutes les leçons qui suivent jusqu'à la 9e leçon. Si l'élève ne parvient pas à faire cette corrélation, ce n'est pas la peine de faire l'histoire au bac. Alors je suis sérieux. Et je vous dis une chose grande. J'entends souvent les élèves dire, est-ce que dinañ ma laal? Ban leçon laay jàng pour ñu laal ma fii dootuñu fi laal kenn lu amatul bac. Non, bu njëkk les sujets portés sur une seule leçon. On donnait un sujet qui porte sur la Chine, point. Actuellement, au bac, c'est la règle des 2/3. Les sujets peuvent toucher 2 à 3 leçons. Référence, le bac de l'année dernière, le texte, c'était sur l'Organisation des Nations Unies. Mais regardez les consignes. On a traversé la guerre froide pour aller en Palestine, car on a convoqué les résolutions. Qui dit résolution parle de résolution 181, 242. Là, nous sommes en Palestine, c'est la 7e leçon. Donc, il faut faire la corrélation. Et l'élève, lors d'un devoir, qu'est-ce qu'il fait? On lui propose 2 textes. On lui a demandé de dégager le contexte historique. Dans sa tête, en saisissant, les gens se sont trompés, car il y a 2 textes. Il prend son stylo, il ajoute S. Dégager les contextes historiques. Et pour chaque texte, il dégage un contexte. Tu le fais, tu as 0. Ah non, c'est clair et net. Parce qu'un texte sur les règlements du conflit, on peut l'associer avec un texte sur le conflit israélo-palestinien. On ne demandera pas à l'élève de dégager les contextes, mais le contexte. Je m'explique. Si on dit à l'élève, par exemple, dégager le contexte historique en rappelant un facteur qui a déclenché le conflit israélo-palestinien, le principal facteur, c'est la Seconde Guerre mondiale.
car c'est au lendemain de cette guerre où on va assister à quoi? Mais au partage de la Palestine. Et après ce partage, création d'Israël, après sa création, attaque des Arabes, la guerre commence, nous sommes le 15 mai 1948. On n'a pas besoin donc de faire deux contextes, mais un seul contexte. Donc si je reviens à la première leçon, au sortir maintenant de la conférence de Yalta, l'Allemagne a capitulé le 8 mai 1945. Logique pour logique, on devrait appliquer une décision prise à Yalta, laquelle on avait dit l'URSS s'engage à faire la guerre contre le Japon 3 mois après la défaite de l'Allemagne a capitulé le 8 mai. J'attire votre attention, ce n'est pas la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une année, on l'a proposé au bac, c'était la catastrophe. On a proposé un texte dans lequel il y avait cette phrase. Le 8 mai 1945 coïncide avec la capitulation de l'Allemagne. On a dit aux élèves, analysez cette phrase en montrant si nous sommes à la fin de la guerre, justifiez votre réponse. Mais les élèves ont dit oui, parce qu'ils ont vu 45. Mais le 8 mai 45, si c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que vous allez faire avec la conférence de Potsdam? Bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Au mois de juin 1945, la création de l'ONU. Or, tous ces événements, ce n'est pas après la guerre, c'est pendant la guerre. Je vous donne des astuces. C'est quoi, grand? Tout événement qui s'est déroulé avant le 2 septembre 1945, c'est pendant la guerre. Tout événement qui s'est déroulé après le 2 septembre 1945, c'est après la guerre. Cela veut dire quoi? Les mois, il faut les retenir. Nous sommes en 1945, il y a plusieurs événements. Donc, si l'Allemagne a capitulé le 8 mai, l'URSS devrait attaquer le Japon quand est-ce? On a dit 3 mois après la défaite. Vous êtes des littéraires. Vous avez tous les problèmes du monde avec les calculs. 8 mai 1945, 3 mois après, c'est quelle date? 8 août 1945. Les Américains ne vont même pas laisser la chance à l'URSS d'attaquer le Japon. 2 raisons. Les Américains veulent se venger des Japonais. N'oubliez pas que c'est le Japon qui avait bombardé la flotte aérienne à Pearl Harbor appartenant aux États-Unis. Mais grand, la deuxième chose, c'est quoi? Les Américains veulent montrer aux États-Unis que désormais, nous sommes la puissance militaire. Car eux, ils savent qu'on va vers la fin de la guerre. La guerre va prendre fin, on va vers la rupture. Et après la rupture, les Américains doivent s'imposer en tant que superpuissance mondiale. Le message, c'est aussi pour l'URSS. 2 jours avant le 8, nous sommes le 6 août 1945. Un petit président qui vient d'arriver, qui a remplacé Franklin Delano Roosevelt, décédé le 12 avril 1945. Je veux nommer Harry Truman, a entre ses mains un joyau. On lui a envoyé un message codé. Quel message? Baby is born. Je traduis en français simple. Le bébé est né. Rassurez-vous, il n'y avait même pas de femme enceinte aux États-Unis. On voulait tout simplement dire quoi? La bombe atomique, elle est prête. Baby is born. Mais attention, attention. La bombe atomique n'avait pas comme mission de bombarder le Japon au début. La bombe atomique était un projet de Roosevelt. C'était pour dynamiter les chaînes de montagne, permettre aux Américains de construire des autoroutes, des voies ferrées, etc. Mais qu'est-ce que Harry Truman va faire? Harry Truman va faire ce qu'on appelle un détournement d'objectif. Je parle sous le contrôle de M. le maire. Détournement d'objectif. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il a reçu le message, mais il va sourire, car il sait qu'avec cette bombe, ils vont accélérer la fin de la guerre. Car le Japon ne pourra pas résister. Il a ordonné à l'armée américaine de frapper le Japon 2 jours avant le 8. Donc cela veut dire quoi? La décision prise à Yalta a été violée. L'URSS n'aura pas le temps d'attaquer. Pourtant, il était plus facile pour l'URSS d'attaquer le Japon. Si vous voyez la carte du monde, mais l'URSS traverse seulement pour attaquer. Mais imaginez, les Américains ont traversé l'Atlantique, pratiquement le continent asiatique pour aller frapper le Japon. Donc il y avait autre chose. Le 6 août, le Japon se réveille avec la première bombe atomique. Avant d'enterrer leurs morts, le 9 août, une deuxième bombe. Le 14 août, pour ne pas finir,
les Japonais ont compris qu'ils ne pouvaient pas résister. Ils décident de capituler. Et le 2 septembre 1945, l'armistice est signé, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, qui parle de la fin de la guerre doit tirer un bilan. Et là, ce n'est pas la peine de perdre du temps. Le bilan est lourd. Le bilan humain de la Seconde Guerre mondiale a multiplié par 6 le bilan de la Première Guerre. La Première Guerre 14-18, le bilan c'est 10 millions de morts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on nous parle de 60 millions de morts. Les raisons sont simples. On n'a pas respecté les règles de guerre. La preuve, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de pertes civiles que de pertes militaires. Deuxième chose, c'est quoi? On a assisté à un choc moral avec l'extermination des Juifs, la création des chambres à gaz, des fours crématoires, des camps d'extermination par Adolf Hitler. Le monde entier a été choqué. L'utilisation des 2 bombes atomiques a choqué aussi le monde. Mais la conséquence qui m'intéresse, c'est la conséquence politique. La Seconde Guerre mondiale a provoqué le déclin de l'Europe et l'émergence de 2 superpuissances, à savoir l'URSS et les États-Unis. Mais attention, les 2 superpuissances n'ont pas le même niveau. L'URSS est une puissance incomplète, car elle est une puissance politique, elle est une puissance militaire, mais elle n'est pas une puissance économique et financière. Par contre, États-Unis est une puissance totale. La preuve, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils deviennent les premiers créanciers du monde. Et les États-Unis d'Amérique vont utiliser cette force qu'on appelle l'argent pour imposer une idéologie qu'on appelle le capitalisme. C'est pourquoi je dis aux élèves, quand on parle d'impérialisme après la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas seulement l'URSS. Même les États-Unis étaient des impérialistes. Seulement, ce sont les formes qui diffèrent. L'URSS a utilisé la force militaire à travers l'armée rouge au moment où les États-Unis ont utilisé une arme redoutable qu'on appelle l'argent. On va y revenir lorsque je vais entamer la guerre froide. Si on sort maintenant de ce bilan politique, on nous parle d'un bilan économique. Mais le continent le plus touché, c'est le continent européen. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'Europe a été détruite. Or, le continent européen a été la référence économique mondiale pendant très longtemps. N'oubliez jamais que la révolution industrielle est née en Europe. D'abord en Angleterre, avant de se propager en Allemagne et en France. Vous l'avez fait en classe de première. Mais avec la Seconde Guerre mondiale, on assiste à ce déclin de l'Europe. La guerre a pris fin, nous sommes en 1945. Cette période maintenant, 45-47, on l'appelle de l'entente à la rupture. C'est pour annoncer les relations Est-Ouest. De l'entente à la rupture. L'entente, observée depuis 1941, a connu des failles lors de la conférence de Potsdam déjà. Pourquoi je reviens à Potsdam? Parce que là-bas, il y a 2 changements. Harry Truman a remplacé Roosevelt, mais Clément Attlee va terminer la conférence. Car Churchill est battu aux élections. Il ne va pas terminer la conférence. Mais pendant cette conférence déjà de Potsdam, du 17 juillet au 2 août 1945, on a senti des différences entre les États-Unis et l'URSS. Mais c'était trop risqué pendant cette période d'affirmer une rupture. Car ça pouvait redonner des ailes à l'Allemagne et pourquoi pas replonger le monde dans un 3e conflit mondial. C'est pourquoi les 2 superpuissances ont décidé d'enterrer l'âge de guerre pour le moment et continuer l'entente. Cette entente va connaître des problèmes en 1946, communément appelée dans les classes la méfiance, que j'appelle moi la mésentente. Mais souvent la méfiance est provoquée par le doute. Quand on doute de quelqu'un, on se méfie de lui. Or, ce doute a été implanté et imposé, réveillé par le discours de Winston Churchill. Lorsque les Soviétiques ont commencé à violer les accords de Yalta, en imposant des régimes communistes en Europe orientale, Churchill, sachant qu'il n'existe pas une seule puissance en Europe capable de barrer la route à l'URSS, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu aux États-Unis. Dans un temple du savoir, c'est-à-dire à l'université. Dans quelle ville? La ville de Missouri. La ville de Missouri
c'est la ville natale de Harry Truman, président des États-Unis. Il n'y a pas de hasard. Nous sommes à Fulton, le 5 mars 1946, où il va prononcer ce discours très populaire appelé le rideau de fer. Un rideau s'est abattu en Europe. Derrière ce dernier, nous avons toutes les capitales de l'Europe de l'Est qui sont entre les mains de l'URSS. Cela veut dire quoi? Indirectement, il dit aux États-Unis, vous dormez sur vos lauriers au moment où l'URSS est en train de violer les accords de Yalta, nous sommes incapables de lui barrer la route. Si vous ne faites rien, le continent européen va devenir communiste. Si les Américains veulent s'imposer à travers le monde entier, ils doivent barrer la route à l'URSS. Mais l'appel de Winston Churchill ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Harry Truman a compris le message. Il y a deux solutions. Imposer la force militaire et barrer la route à l'URSS. Mais il y a des risques, on peut replonger dans un troisième conflit mondial. Il va utiliser ce que j'ai appelé tout à l'heure l'arme redoutable, c'est l'argent. L'Europe a été détruite, l'Europe a besoin de se reconstruire. Il a proposé quoi? Ce que vous appelez le plan Marshall. Le plan ne s'appelait pas plan Marshall. Ça s'appelait comment? Plan d'aide pour la reconstruction de l'Europe. En réalité, le projet a été porté par un général de l'armée qui avait comme mission de convaincre le Sénat américain. Ce général s'appelle George Marshall. Et comme il a réussi sa mission avec brio, le plan va porter son nom. C'est pourquoi on l'appelle le plan Marshall. Mais dans ce plan Marshall, il y a un problème. Les Américains ont dit, le plan Marshall est constitué de 13 milliards de dollars, dont les 11 milliards sont constitués ou bien seront sous forme de dons. On ne les rembourse pas. Les 2 milliards, on les rembourse. Je dis aux élèves, à la veille de la Tabaski, c'est l'événement, hein, un père de famille qui n'a pas de mouton. Monsieur le maire trouve ce père de famille, il lui dit, je vais te prêter 100 000 francs. Le père de famille dit, je ne vais pas prendre ça. Parce qu'après la Tabaski, mais je sais que je ne pourrai pas rembourser. Avant qu'il ne termine sa phrase, il dit, non, tu n'as pas compris. Les 100 000, les 90 000 francs, c'est sous forme de dons. Tu ne les rembourses pas. Toi, tu vas rembourser 10 000. Est-ce qu'il va hésiter une seule seconde? Mais est-ce que nous, aussi intelligents que nous sommes, on ne va pas se poser la question suivante. Qu'est-ce qui se trouve derrière ce plan Marshall? Je crois que c'est ça la bonne question. Les États-Unis, non seulement ils proposent cela en sachant que les pays vont prendre, mais ils vont assujettir à ce plan Marshall une organisation qu'on appelle l'OECE. Tout pays qui accepte l'aide du plan Marshall est obligé d'entrer dans cette organisation. Or, cette organisation est commandée par Washington. Conclusion, on devient capitaliste sans le savoir. Et Harry Truman a dit que le plan Marshall concerne tous les pays européens, y compris l'URSS. Est-ce que l'URSS n'est pas un pays européen? Pourquoi cette précision? Mais lui-même, il savait que Staline allait refuser. Il le sait, mais ce qu'on appelle tout simplement une provocation. Non seulement l'URSS va refuser, mais le maître penseur du PECUS, le Parti communiste de l'Union soviétique, je vais nommer Andriy Zhidanov, va rejeter ce plan, mais il exige à tous les pays du bloc de l'Est de ne pas prendre l'aide du plan Marshall. Parce que si les pays acceptent l'aide du plan Marshall, le bloc soviétique va s'effriter. Mais quand on demande à quelqu'un de ne pas faire la manche, il faut lui donner à manger. Ces pays de l'Est ont besoin de ce plan pour se reconstruire. L'URSS va proposer le Coming Fund, tout en sachant qu'elle n'a pas les moyens financiers que détiennent les États-Unis. Mais c'est de bonne guerre. Et Zhidanov dira quoi? La rupture est consommée et que j'exige aux communistes, là où ils se trouvent, de prendre le pouvoir. Si je dis la rupture est consommée, nous ne sommes plus dans la méfiance, nous sommes dans le divorce. Le mariage qu'on avait scellé en 1941 entre l'URSS et les États-Unis, ce mariage a connu le divorce. Quand est-ce? En 1947, au lendemain du plan Marshall. On va plonger dans une guerre communément appelée la guerre froide. Déjà, l'expression pose problème. Et en classe de terminale, un petit serreur m'avait dit, parce qu'en introduisant la leçon, j'ai dit, c'est quoi la guerre froide? Il m'a dit, monsieur, c'est une guerre qui s'est déroulée pendant l'hiver, où il faisait froid.
Une bonne réponse. Voilà, très bien. Parce qu'il faisait très froid. La définition la plus simple, on nous dit que la guerre froide est un conflit latent qui oppose les États-Unis et l'URSS. Sans, je l'ai répété combien de fois? 3 fois, sans confrontation directe, parce qu'elle se faisait par État interposé. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de guerre pendant la guerre froide, si, mais les deux grandes puissances ne vont pas s'affronter directement. Elles vont le faire par État interposé, et je vais y revenir. Mais lorsqu'on nous parle de la guerre froide, au début, je préfère parler de la formation des blocs. On ne perd pas du temps. La formation va se faire à 4 niveaux. Politiquement, économiquement, militairement et dans le domaine des renseignements. À l'ouest, on a quoi? La doctrine Truman. À l'est, doctrine Jidanov. Économiquement, nous avons l'OECE qui va devenir quoi? L'OCDE, avec comme soubassement le plan Marshall. À l'est, nous avons le CAEM, que les Anglais appellent Comecon. Militairement, l'organisation militaire la plus populaire à l'ouest, c'est l'OTAN. Mais à l'est, nous avons le pacte de Varsovie. Dans le domaine des renseignements, à l'ouest, nous avons la CIA. À l'est, nous avons KGB. C'est au lendemain de la formation des blocs qu'on va assister à la première crise de la guerre froide. C'est pourquoi je dis l'Allemagne est au cœur de la Seconde Guerre mondiale, mais l'Allemagne est au début, au milieu et à la fin de la guerre froide. La première crise de la guerre froide est née en Allemagne. Le seul symbole physique qui opposait la lutte à mort entre l'URSS et les États-Unis est construit en Allemagne, qu'on appelle le mur de Berlin. C'est la chute de ce mur, le 9 novembre 1989, qui va annoncer la fin de la guerre, car un an après réunification des deux Allemagnes, un an après 1991, démission de Gorbatchev, fin de la guerre. C'est pour dire quoi? Après la première crise de Berlin, l'élève retient 3 éléments. Cause, manifestation, conséquence. Dans les crises, ne vous fatiguez pas. Parce que aussi, on va vers le bac. Vous ne pouvez pas parceriser les leçons comme des talibés. Essayez à voir l'essentiel et retenez ça. Parce que les consignes ne vont pas sortir de contexte, présentation, explication, portée historique. Non, c'est clair et net. Mais est-ce qu'on doit donc perdre le temps à parceriser sans rien comprendre? Grand non. La principale cause de la première crise de Berlin, c'est la trizone. Et la trizone est une violation des accords de Yalta. À Yalta, on avait divisé en 4 zones. La France, la Grande-Bretagne et, comment dirais-je, les États-Unis vont regrouper leurs zones en une seule zone, communément appelée la trizone. Staline a considéré la trizone comme quoi? Comme une violation des accords de Yalta. Il a décidé de bloquer toutes les voies routières et ferroviaires menant vers Berlin-Ouest. La capitale a été divisée. Si on ferme les voies routières, l'Allemagne de l'Ouest va mourir de faim, pour ne pas dire Berlin-Ouest. Conclusion, Harry Truman réagit. Il a demandé à l'armée américaine de forcer le barrage. C'était sa première réaction. Un de ses conseillers du nom de Lucius Klein va prendre la parole. Il a dit à son président, pour le rassurer, on peut le faire. Nous avons les moyens de barrer la route à l'URSS. Mais je crois qu'il y a une deuxième solution. Il a fermé toutes les voies routières et ferroviaires, ce qu'on appelle les voies terrestres. Les États-Unis vont utiliser la voie aérienne. Harry Truman dit, je suis d'accord, mais à une condition. Allez dire à Staline, si un de nos avions est inquiété, les États-Unis vont sévir. Staline sait qu'il est en position de faiblesse. Nous sommes en 1948. Il n'a pas encore la bombe atomique. Il donne une réponse très simple. Je gère la terre, je ne gère pas les airs. Ah non, c'était une manière de reculer pour ne pas reculer. Je ne gère pas les airs, je gère la terre. Parce que la menace, elle est permanente. Les Américains vont faire une démonstration de force. Pendant 11 mois, ils ont utilisé 275 000 vols pour acheminer à Berlin-Ouest 2 500 000 tonnes de ravitaillement. Staline est conscient de son échec. Il voulait asphyxier Berlin-Ouest.
Il ne l'a pas réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de lever le blocus au mois de mai. En levant le blocus, l'élève maintenant va voir les conséquences. La conséquence immédiate, c'est la division officielle de l'Allemagne en 2 États, la RFA à l'ouest et la RDA à l'est. Maintenant, si on sort de la première crise de Berlin, d'habitude en classe, je dis aux élèves, la guerre froide nous permet de voyager. Rangez vos valises, on va en Asie. Là, nous sommes en Corée. Ici, on a dit crise. Là-bas, on parle de guerre. La première différence. Parce qu'à Berlin, il n'y a pas eu de confrontation. Or, en Corée, il y a bel et bien une confrontation. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1910, la Corée était une colonie japonaise. Le Japon est battu en 1945. Il a libéré toutes ses colonies. La Chine, l'Indochine, la Corée. La Corée est divisée en 2 au 38e parallèle. La Corée du Nord, dirigée par Kim Il-sung, et la Corée du Sud, dirigée par Syngman Rhee. Le Nord est pro-communiste, le Sud est pro-capitaliste. Syngman Rhee va subir l'assaut de Kim Il-sung, qui voulait la réunification des 2 Corées. Mais s'il y a réunification et que la Corée devient communiste, c'est une défaite du capitalisme. Or, les Américains menaient une politique qu'on appelle le containment, l'endiguement. Il faut barrer la route à la propagation du communisme. Mais est-ce que les Américains peuvent réagir directement comme ils l'ont fait à Berlin? La réponse est non. Le monde a évolué, nous sommes en 1950. Déjà 1 an avant, en 1949, un pays communiste est né. Le 1er octobre 1949, Mao gagne les nationalistes. Il a proclamé à Pékin la naissance de la République populaire de Chine. 1 an après, n'oubliez jamais, c'est la guerre de Corée, mais l'URSS a la bombe A. On nous parle de quoi? De l'équilibre de la terreur. Si les Américains frappent la Corée du Nord, l'URSS va frapper la Corée du Sud. Les Américains veulent passer par le Conseil de sécurité. Je l'avais annoncé tout à l'heure. Mais dans ce conseil, il y a un obstacle. L'obstacle, c'est quel pays? C'est l'URSS. Si l'URSS oppose son droit de veto, la décision ne passe pas. Staline arrive dans la réunion. Il sait qu'il est seul, mais il est en position de force. Car s'il dit non, rien ne bouge. Comme il est en position de force, mais il vient avec une proposition. Il demande à l'Assemblée de remplacer la Chine-Taïwan par la République populaire de Chine. Parce que dans le Conseil de sécurité, parmi les membres permanents, il y a un seul pays communiste. Lequel? L'URSS. Maintenant, si la Chine de Mao arrive, ça va fortifier le communisme dans le Conseil de sécurité. Les États-Unis vont refuser. La Grande-Bretagne refuse. La France refuse. La Chine-Taïwan, je n'en parle pas, refuse. Qu'est-ce que Staline va faire? Quelle devrait être la logique? Il devrait, Staline, opposer son droit de veto pour empêcher l'envoi de casques bleus en Corée. Mais comme il a le sang chaud, il va bouder la réunion. Ce que vous appelez dans vos classes la politique de la chaise vide. En Wolof, on nous dit souvent « Balangananam nefa ». Quand on est absent, on n'est pas présent. Quand on n'est pas présent, on ne peut pas prendre de décision. Les États-Unis profitent de l'absence de l'URSS pour exiger à l'ONU d'envoyer des casques bleus. Pour votre information, la guerre de Corée, c'est la première intervention des casques bleus après la création de l'ONU, en 1950. On a envoyé des troupes dirigées par le général MacArthur. N'oubliez pas que c'est un Américain. Avant d'obéir aux ordres de l'ONU, il obéit d'abord aux ordres de son président, Harry Truman. Est-ce que la Corée du Nord s'attendait à un renfort onusien? La réponse est non, donc la tendance est inversée. Au début, la Corée du Nord dominait la guerre, mais avec l'arrivée des troupes onusiennes, la tendance est inversée. Les troupes sud-coréennes, accompagnées des troupes onusiennes, commencent maintenant à dominer. Elles vont repousser les troupes nord-coréennes jusqu'à la frontière avec la Chine. Cela veut dire quoi? La frontière sud de la Chine communiste, c'est la frontière nord de la Corée du Nord. Les deux pays partagent la frontière. Mao va prendre la parole. Il dit quoi? Ce n'est pas la Corée qui est menacée, mais c'est le communisme qui est menacé. Je demande
aux volontaires de se présenter pour aller aider leurs frères à se libérer de la domination communiste. Nous sommes pendant cette période dans le pays le plus peuplé au monde. 500 000 jeunes se sont présentés devant Mao. Mais pour la Chine, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais pour la Corée du Nord, c'est un ouf de soulagement. Imaginez en pleine guerre, on t'envoie 500 000 soldats. Est-ce que les troupes onusiennes s'attendaient à ce renfort aussi chinois? La réponse est non. La situation s'est inversée à nouveau. Les troupes onusiennes sont repoussées jusqu'à Séoul. MacArthur a perdu beaucoup d'hommes. Il appelle son président Harry Truman. Il demande l'ordre et l'autorisation d'utiliser la bombe atomique pour frapper la Chine et la Corée du Nord. Mais n'oublions pas une chose, je me répète, nous sommes dans l'équilibre de la terreur. Il n'a pas compris MacArthur, mais son président a compris. On ne raisonne pas un soldat qui est devenu fou en pleine guerre. La seule solution, c'est quoi? Il faut le remplacer. Il a été destitué et remplacé par un nouveau général du nom de Ridgway. Attention, Harry Truman n'a pas dit à Ridgway d'aller gagner la guerre. Maintenant, il sait que c'est impossible. Parce que la Corée du Nord a le soutien de la Chine, a le soutien de l'URSS. Il lui demande d'aller stabiliser la situation au 38e parallèle. Mais ce n'est pas l'arrivée de Ridgway qui va accélérer la fin de la guerre, mais un événement malheureux pour les Soviétiques. Nous allons assister à la mort le 5 mars 1953 de Staline, l'homme d'acier, l'homme de fer. C'est lui qui avait pris le flambeau après Karl Marx, après Friedrich Engels, après Lénine. Il a pris le flambeau et il l'a assuré jusqu'à sa mort en 1953. Il est remplacé par qui? Par Nikita Khrouchtchev. Maintenant, Khrouchtchev est un conciliateur. Khrouchtchev, il n'est pas comme Staline, il n'est pas dur comme Staline. Mais je dis aux élèves, il a deux visages. Tantôt il est pacifique, tantôt il est violent. C'est lui qui a amené cette politique qu'on appelle la coexistence pacifique. Si les deux veulent cohabiter dans la paix, ils seront obligés de mettre fin à la guerre de Corée. Et les pourparlers vont permettre à Nikita Khrouchtchev et au nouveau président américain, parce que Harry Truman va terminer ses 2 mandats. Aux États-Unis, les élections se déroulent au mois de novembre, mais le président prend fonction au mois de janvier. Nous sommes au mois de novembre 1952. Harry Truman n'est plus candidat, il a fait 2 mandats. Les élections sont remportées par qui? Dwight Eisenhower. Il devient président au mois de janvier 1953. Nikita Khrouchtchev a remplacé Staline après le 5 mars 1953. Les deux vont se rapprocher pour signer l'armistice de Panmunjom le 27 juillet 1953. L'armistice de Panmunjom met fin à la guerre de Corée. Mais le bilan est lourd, 2,5 millions de morts. On décide maintenant, quand je dis on décide, les deux superpuissances décident d'entrer dans une nouvelle ère. Cette ère est appelée la coexistence pacifique. Dans cette partie, retenez l'essentiel. Si on vous parle des causes, retenez d'abord l'équilibre de la terreur. Parce que dans un devoir, cette question peut venir. On peut dire à un élève, dégager le contexte historique en rappelant 2 facteurs qui ont accéléré la coexistence pacifique de 1953. Là, il faut annoncer l'équilibre de la terreur. Mais aussi, autre facteur, c'est quoi? L'arrivée à la tête des 2 superpuissances de nouvelles personnalités. Nikita Khrouchtchev à l'URSS, mais aussi Dwight Eisenhower aux États-Unis. Autre facteur, c'est quoi? Mais il faut tout simplement comprendre, il y a l'aspect économique. Parce que la guerre froide empêchait aux États-Unis d'accéder au marché des pays de l'Est. Pendant la guerre froide, les Américains étaient dans une période qu'on appelle les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, c'est entre 1945 et 1971. Cette période est marquée par la surproduction. Or, si les Américains veulent accéder dans ces pays du bloc de l'Est, il leur faut obligatoirement créer cette situation. Cette situation, c'est quoi? C'est la coexistence pacifique. Mais l'URSS aussi a besoin de cette période d'accalmie pour rattraper son retard technologique, mais en même temps souffler, parce que la course aux armements coûte excessivement cher. 4e facteur, c'est l'émergence du tiers-monde. L'émergence du tiers-monde. Au sortir de la conférence de Bandung,
Nous sommes en 1955, mais il ne faut pas oublier que le tiers-monde maintenant va prendre forme. Même si l'expression a été prononcée pour la première fois par un journaliste français du nom de Alfred Sauvy en 1952, le tiers-monde va prendre forme après la conférence de Bandung en Indonésie, pas en Indochine. Souvent, on voit cette confusion dans les devoirs. Ce n'est pas Indochine, c'est Indonésie, dont le leader charismatique s'appelait Mohamed Sukarno. Après 1955, on va en 61, c'est la création du mouvement des non-alignés. L'expression veut tout dire. Ce sont maintenant, il y a un groupe qui décide de ne plus se ranger derrière l'URSS ni derrière les États-Unis. Mais je peux les comprendre. En Wolof, on dit quoi? En 1960, c'est la cascade des indépendances. En Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française. Mais en 1961, ils peuvent se permettre, ces pays, après le soutien de l'URSS et des États-Unis, de dire ouvertement, on ne se range plus derrière l'URSS ni derrière les États-Unis, d'où le mouvement des non-alignés. Qui parle de facteurs, parle de manifestation. La coexistence se manifeste par la résolution d'abord des crises. La première résolution, c'est la guerre de Corée, 1953. La deuxième crise résolue, c'est la guerre d'Indochine en 1954. Ensuite, la crise de Suez en 1956. Mais n'oubliez pas que la coexistence a favorisé le rapprochement entre l'URSS et les États-Unis. Et les deux leaders vont se rencontrer plusieurs fois en France, aux États-Unis. Mais l'apogée de la coexistence pacifique, c'est en 1961, lorsque Nikita Khrouchtchev va rencontrer le nouveau président américain John Fitzgerald Kennedy ou à Vienne. Et en le faisant maintenant, tout le monde applaudissait car on croyait qu'on va vers la fin de la guerre froide. Malheureusement, la guerre froide est une succession de périodes de tension et de périodes d'accalmie. Donc 1961, au moment où tout le monde croyait qu'on va vers la fin de la guerre froide, une nouvelle crise va intervenir, communément appelée la deuxième crise de Berlin. La cause principale, c'est l'hémorragie humaine des Berlinois de l'Est vers Berlin-Ouest et particulièrement vers la RFA. La raison principale, c'est quoi? La RFA était plus prospère que la RDA. La RFA a bénéficié du plan Marshall. La RFA était devenue une puissance économique. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se déplacer vers la RFA pour trouver de meilleures conditions de vie et de travail. Qui se déplaçait? Par n'importe qui. Des ouvriers qualifiés, des médecins. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue que cela ternissait l'image du communisme. C'est comme si le communisme était incapable de sauvegarder les intérêts de sa population, jusqu'à ce que ces dernières se déplacent vers Berlin-Ouest, transitent pour aller vers où? Vers la RFA. Conclusion, il faut barrer la route à ces migrants. Et la seule solution que Nikita Khrouchtchev a trouvée, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il est violent des fois il est pacifique. C'est lui l'initiateur de la coexistence, mais c'est lui qui a ordonné la construction du mur de Berlin. En le faisant, est-ce qu'on peut le considérer comme quelqu'un de pacifiste? Non. Et le mur de Berlin, dans certains documents, on nous dit que le mur est long de 113 km. Donc cela veut dire qu'on n'a pas construit le mur en une nuit. Souvent, vous voyez, on nous dit dans la nuit du 12 au 13 août, on n'avait pas de mur. On avait quoi? Des barbelés électrifiés. La construction du mur va démarrer le 18 août 1961. Donc la construction du mur de Berlin va montrer que le communisme et le capitalisme ne doivent pas cheminer ensemble. Et c'est pourquoi les historiens l'ont appelé le mur de la honte. On a séparé des peuples pendant des années. 28 ans d'existence. Construit en 1961, le mur va chuter en 1981. On va y revenir. Maintenant, quelle a été la réaction des Américains? Les Américains n'ont pas le choix, ils vont constater. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont renforcer la sécurité à Berlin-Ouest. Les Américains vont envoyer 500 000 soldats pour renforcer la sécurité à Berlin-Ouest et empêcher à Nikita Khrouchtchev de menacer la quiétude et la sécurité des Berlinois de l'Ouest. Un an après, la crise la plus importante de la guerre froide surgit, communément appelée la crise de Cuba. Lors de cette crise, on a frôlé un troisième conflit mondial. En réalité,
La crise elle-même, c'est 62. Mais encore une fois, en histoire, il est bon de connaître le contexte de la crise, ce qu'on appelle les causes. Jusqu'en 1959, Cuba était dirigé par Fulgencio Batista, très proche des Américains, allié des Américains. En 1959, les guerrilleros, dirigés par Fidel Castro, arrivent à renverser par un coup d'État le régime de Batista. Et d'habitude, je pose cette question. L'ennemi de mon ami est mort? C'est ton ami? Ah, ok. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Très bien. Batista est l'ami des Américains. Il est renversé par Castro. Donc Castro devient quoi? L'ennemi des Américains. Non, je parle de logique. Ça, ce n'est pas l'histoire et la géographie. Seulement le problème des élèves de L, s'il s'agit de calcul, mais les problèmes commencent. Je dis, moins fois moins donne, ce qu'on appelle l'ennemi de mon ennemi égale mon ami. Moins fois moins donne plus. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Moins fois plus donne moins. Maintenant, l'ami de mon ami est mon ami. Plus fois plus égal? Ok. Donc, on peut avancer. Si les États-Unis deviennent l'ennemi maintenant de Castro, c'est parce que ce sont les intérêts américains qui sont menacés. Lui, arrivé au pouvoir, la première chose qu'il va faire, il décide de nationaliser toutes les entreprises américaines qu'il a trouvées sur place. Premier problème. On a dit les guerrilleros. Donc Cuba est désormais dirigé par un guerrier du nom de Fidel Castro. Deuxièmement, c'est quoi? Il a décidé de revoir les contrats que son prédécesseur avait signés avec les États-Unis. Les Américains sont frustrés. Ils décident maintenant d'utiliser tous les moyens pour mettre fin à ce régime. D'abord, un plan A. Le plan A est économique. Les Américains décident de mettre sur pied un embargo. D'abord, c'est quoi un embargo? Qu'est-ce qu'on appelle embargo économique? Ah, le professeur a utilisé ce mot dans vos classes et N fois. Un embargo, c'est quoi? Oui. Hein? C'est le fait de rompre, très bien, les relations politiques et économiques avec un pays. Là, on parle d'embargo. Mais c'est extraordinaire. Les Américains, en le faisant, ils voulaient asphyxier Cuba. Parce que le sucre cubain était acheté par les Américains. Si Cuba ne parvient pas à satisfaire les besoins de sa population, ces dernières vont tout simplement sortir et réclamer le départ du président. S'ils réussissent, le monde dira quoi? Les Cubains ont repris le pouvoir entre les mains de Fidel Castro. Mais URSS, qui était à côté, a trouvé une occasion pour se rapprocher des États-Unis et l'intimider. La guerre froide commence en 1947. Suivez-moi très bien, grand. Jusqu'en 1962, la guerre opposait l'URSS et les États-Unis. Mais pratiquement, les principaux acteurs qu'on appelle les Américains faisaient la guerre à l'extérieur de leur territoire. La première crise de Berlin, nous sommes en Allemagne, en Europe. La guerre de Corée, nous sommes en Asie. La deuxième crise de Berlin, nous sommes en Europe. Mais ici, est-ce que l'URSS n'a pas l'opportunité d'aller intimider l'ennemi qu'on appelle États-Unis? Si. Qu'est-ce que les Soviétiques vont faire? Ils s'engagent, malgré leurs maigres moyens, à acheter le sucre cubain. En période de difficulté, c'est lui qui arrive à nous aider, mais on le considère comme un ami. Cela va provoquer un rapprochement entre Cuba et URSS. Donc le plan A est dans l'eau. Le plan B est militaire. Lorsque les guerrilleros ont renversé Batista, les pro-Batista vont se réfugier aux États-Unis. Le président américain John Fitzgerald Kennedy a demandé à la CIA de leur faire une formation militaire. Une fois la formation terminée, ces soldats vont retourner chez eux à Cuba pour renverser Castro. S'ils réussissent, on dira tout simplement c'est un coup d'État. Or, derrière tout ça, il y a la main des Américains. Ce que vous appelez dans vos classes l'opération de la baie des cochons. Malheureusement, l'opération a été déjouée. Cela fut un échec.
Mais comme on le dit, il n'y a jamais 203. Castro n'est pas fou. Il sait que tant qu'il est là au pouvoir, les Américains feront tout pour le destituer. Et Cuba n'a pas les moyens pour contenir les États-Unis. Mais il y a une puissance qu'on appelle URSS qui est capable de le faire. Il va tendre la main à l'URSS. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande à Nikita Khrouchtchev de venir assurer la sécurité de Cuba. En Wolof, on dit kuy ut fu mu tëdd ak kuy ut ku koy wéttali tëjal bunt bi du leen boole. Pour être plus clair, Cuba cherche quelqu'un pour assurer sa sécurité. Khrouchtchev cherche à se rapprocher de Cuba pour intimider les États-Unis. Donc il ne va pas refuser. Non seulement il va accepter, mais il le fait tacitement. URSS va déplacer des rampes de lancement à tête nucléaire sur l'île de Cuba et braquer vers Washington. La menace est réelle. Un avion espion U-2 a photographié l'île de Cuba. Les clichés sortent, les images sont ahurissantes. On les dépose sur la table de John Fitzgerald Kennedy. Il a décidé de s'exprimer à travers un discours télévisé le 22 octobre 1962, dans lequel discours il dit « Nous exigeons le démantèlement de l'arsenal soviétique, sinon les États-Unis vont sévir ». Le verbe « sévir » utilisé par son prédécesseur lors de la première crise de Berlin, le même verbe est utilisé par John Fitzgerald Kennedy en 1962. Sévir signifie quoi? C'est agir avec force. Donc nous sommes en danger et le monde était en danger. Mais si on se rappelle de la définition, on doit savoir qu'on n'ira pas vers une confrontation directe. Car la peur elle est mutuelle, tout le monde a besoin de paix. Lorsque maintenant les menaces étaient réelles, Kennedy a demandé à l'armée américaine de déployer des rampes de même type en Turquie pour préparer la guerre. On informe Kennedy que 26 bateaux font direction sur l'île de Cuba. Dans ces bateaux, il y avait des têtes nucléaires. Il a demandé à l'armée américaine de mettre sur place un blocus maritime. J'insiste sur le mot. Là-bas, on avait parlé de blocus terrestre. Mais ici, nous sommes dans une île. Cuba est une île. Si vous parlez de blocus terrestre, vous passez à côté. Pour arriver à Cuba, on passe par les eaux. C'est pourquoi il a dit un blocus maritime. Empêcher à ces bateaux d'arriver à Cuba. La menace est réelle. L'ONU convoque le Conseil de sécurité, mais les discussions se terminent en queue de poisson. Il a fallu une prise de conscience de Nikita Khrouchtchev, qui a décidé de reculer pour mieux sauter, mais en exigeant aussi des États-Unis de laisser tranquillement Fidel Castro, mais d'enlever aussi leurs rampes de même type installées en Turquie. La réponse de Kennedy est claire. Enlevez d'abord vos rampes. C'est en ce moment où Khrouchtchev a demandé aux bateaux de rebrousser chemin. Il a commencé à enlever les rampes. Les Américains ont commencé à enlever aussi leurs rampes en Turquie. On nous dit que c'est la fin de la crise de Cuba. Mais la fin de la crise de Cuba est animée par quoi? L'installation du téléphone rouge entre le Kremlin et la Maison-Blanche. Et l'installation de ce téléphone rouge va nous plonger dans une nouvelle ère. Cette ère est appelée la détente. Est-ce que vous voyez la succession des événements? Chaque période de tension est suivie par une période de paix. Guerre de Corée, coexistence pacifique. Crise de Cuba, détente. Donc l'élève, s'il veut dégager le contexte, il doit connaître les périodes. 46, 45, 47. 48, 53. 53, 62. 62, 75. 75, 85. 85, 91. Si l'élève connaît les périodes, il peut dégager et son contexte et sa portée historique. Maintenant, la détente, comme vous le savez, c'était une période où les deux grandes puissances étaient animées par la peur mutuelle. Il fallait tout simplement créer une situation de paix. La détente, il y a un accord qui m'intéresse, c'est les accords SALT. Strategic Arms Limitation Talks. Il fallait limiter quoi? La prolifération des armes nucléaires. La deuxième décision la plus importante, c'est les accords d'Helsinki qui garantissent les frontières européennes, la libre circulation des biens et des personnes, mais en même temps la liberté des individus. Si on avait appliqué
les accords d'Helsinki, la guerre froide allait prendre fin aussi en 1975. Malheureusement, la même année, 1975, au lendemain de l'affaire Watergate, le monde va plonger dans une nouvelle ère de tension. Cette ère est appelée la guerre fraîche. Vous savez, vous voyez que je résume un peu. Voilà. La guerre fraîche est marquée par quoi? D'abord la révolution iranienne de Ayatollah Khomeini. Khomeini, il a renversé le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Je n'ai pas dit Shah que vous avez dans vos maisons. Le Shah s'écrit ici S-H-A-H, qui signifie roi. Le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, a été renversé par les gardiens de la révolution, dirigés par Ayatollah Khomeini. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend en otage le personnel de l'ambassade des États-Unis. Il a osé brûler le drapeau américain devant les caméras du monde. Il les a piétinés pour dire aux Américains, nous n'avons pas de leçon de morale à recevoir de vous. L'Iran est un pays non seulement neutre, mais indépendant. C'est pourquoi cette opposition entre Iran et États-Unis ne date pas d'aujourd'hui. Il faut remonter à la guerre froide. Deuxième événement, c'est l'Afghanistan. Afghanistan, les communistes vont soutenir un régime, les soviétiques vont soutenir un régime communiste dirigé par Babrak Kamal. Mais si vous voyez, Jimmy Carter va réagir devant maintenant cela. Car lorsqu'il y a eu l'affaire Watergate, l'URSS en a profité pour remplacer ses missiles SS-4 de moyenne portée par des missiles SS-20 de longue portée. Comme la menace est réelle et que la portée est de 4500 km, les États-Unis vont réagir. Les Américains vont déployer en Europe des missiles qu'on appelle Pershing 2 et les lance-cruisers dont la portée est de 6000 km. Je dis aux élèves, la réponse elle est belle. C'était pour dire à l'URSS, nous sommes dans une crise politique. C'est vrai, parce que notre président a démissionné après l'affaire Watergate. Je vous nomme Richard Nixon, mais nous ne sommes pas dans une crise militaire. Et Jimmy Carter, président des États-Unis, a décidé de boycotter les Jeux olympiques qui devaient se tenir à Moscou en 1980. C'est dans ce contexte d'une Amérique qui doute qu'un président hors pair, un acteur de cinéma, c'est lui qui a passé tout son temps à jouer des films à Hollywood, arrive à la tête des États-Unis, je vais nommer Ronald Reagan. Il devient le président des États-Unis. M. Songe a dit tout à l'heure en philosophie, la société détermine l'individu. Nous sommes d'accord? Un acteur de cinéma, il est toujours dans des rêves. Lorsqu'il est arrivé, pour vous montrer qu'il est dans des rêves, il dit la politique pacifiste de Jimmy Carter est un échec. La force des États-Unis se trouve dans l'armement. Fin de citation. Si je décortique cette phrase, pour Reagan, pacifiste, ça signifie quoi? Un homme de paix. Il dit c'est un échec. Les Américains, s'ils sont forts, c'est parce qu'ils ont des armes. Il fait voter un budget de 100 milliards de dollars, uniquement pour les armes. Rappelez-vous, le plan Marshall de 13 milliards. Il a fait voter un budget de 100 milliards. Il fait construire 100 missiles intercontinentaux. Il fait construire 100 bombardiers stratégiques. Ce projet est appelé le projet IDS, Initiative de défense stratégique, avec un bouclier antimissile. Nous sommes en 1983. La bonne question est la suivante. Est-ce que l'URSS est capable de relever ce défi financier? La réponse est non. C'est dans ce contexte que Mikhail Gorbatchev va arriver au pouvoir en 1985. Il remplace qui? Il remplace Tchermenko. Tchermenko avait remplacé qui? Brejnev. N'oubliez pas cela. Brejnev avait remplacé qui? Khrouchtchev. Khrouchtchev avait remplacé qui? Staline. Voilà les présidents à retenir. Staline, Nikita Khrouchtchev, Brejnev, Andropov, Tchermenko, Mikhail Gorbatchev. Gorbatchev a deux politiques, lesquelles la perestroïka et la glasnost. Non seulement il faut la transparence, mais il faut aussi une bonne gestion des affaires publiques. Et pour ce faire, il décide de se rapprocher des États-Unis. Les deux pays vont signer un accord qui va leur permettre de détruire 15% des armes nucléaires en 1987.
Mais le vent de changement va commencer à souffler en 1989, lorsque Lech Wałęsa, en Pologne, un pays communiste, remporte les élections au moment où lui, il n'est pas communiste. En 1989, nous sommes le 9 novembre, le seul symbole physique entre les États-Unis et l'URSS, qui les opposait et qu'on a appelé tout à l'heure le mur de la honte va chuter. On va assister à la chute du mur de Berlin. Le 3 octobre 1990, c'est la réunification des deux Allemagnes, la RFA et la RDA. En 1991, c'est la création de la CEI, la communauté des États indépendants, par l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie, le 25 décembre. Conscient de son échec, Mikhaïl Gorbatchev va rendre sa démission. J'ai dit souvent, la démission de Gorbatchev coïncide avec l'acte de décès de l'URSS. L'URSS n'est plus. Comme la guerre opposait deux pays, États-Unis et URSS, la mort de l'URSS met fin à la guerre froide. Donc la guerre qui avait commencé en 1947 va prendre fin le 25 décembre 1991. Pour résumer, qu'est-ce que l'élève retient par rapport aux dates phares et aux événements stratégiques? 1914, nous sommes au début de la Première Guerre mondiale. 1918, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. 1929, la crise des années 30. 1933, l'arrivée au pouvoir de Hitler et de Franklin Delano Roosevelt. 1939, début de la Seconde Guerre mondiale. 1941, la conférence de l'Atlantique. 1943, la conférence de Téhéran. Février 1945, la conférence de Yalta. Mai 1945, la capitulation de l'Allemagne. Juin 1945, la création de l'ONU. Juillet-août 1945, la conférence de Potsdam. 6-9 août 1945, bombardement de Hiroshima et de Nagasaki. 2 septembre 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. 1946, la mésentente. 1947, la rupture, début de la guerre froide. 1948, la première crise de Berlin. 1949, fin de la crise, division de l'Allemagne en deux, la RFA et la RDA. 1950, la guerre de Corée. 1953, fin de la guerre, division officielle de la Corée. Corée du Nord, communiste, Corée du Sud, capitaliste. 1961, la deuxième crise de Berlin. 1962, la crise de Cuba. 63, début de la détente. 1975, la guerre fraîche. 1980, boycott des Jeux olympiques. 1981, arrivée au pouvoir de Ronald Reagan. 1983, le projet IDS. 1985, l'arrivée de Gorbatchev avec la presse Troïka et la glasnost. 1989, chute du mur de Berlin. 90, réunification des deux Allemagnes. 25 décembre 91, démission de Gorbatchev, fin de la guerre. Donc, ça, ce sont ce qu'on appelle quelques dates phares avec les événements correspondants qui permettent à l'aide d'avoir la chronologie. On ne pourra pas parcourir toutes les leçons. Mais je vais me permettre quand même de parler un peu du conflit israélo-palestinien. Parce qu'en réalité, la Chine, les causes et les formes ne sont pas aussi difficiles. On n'a pas 1000 causes, on n'a que 2 causes. Soit les causes sont externes ou bien les causes sont internes. Et comme vous le savez, toutes les causes externes de la Seconde Guerre mondiale, du moins de la décolonisation, sont liées à la Seconde Guerre mondiale. C'est la guerre elle-même, c'est le soutien de l'URSS et des États-Unis, c'est le soutien de l'ONU. Les causes internes sont marquées par le développement du nationalisme et la naissance d'une élite intellectuelle qui vont permettre naturellement à nos leaders d'avoir une prise de conscience. Quand je parle de nos leaders, on peut citer les Léopold Sédar Senghor, les Lamine Gueye Mamadou Dia au Sénégal, Thomas Sankara Burkina, Patrice Lumumba Congo, Habib Bourguiba Algérie, Ahmed Ben Bella, Habib Bourguiba Tunisie, Ahmed Ben Bella Algérie, Kaba Diawara ici en Gambie. On peut aller maintenant dans la sous-région
quand on parle maintenant de l'Afrique, il faut comprendre que l'Afrique, sa prise de conscience a été un peu tardive comparée à l'Asie. C'est pourquoi la décolonisation a été conçue, commanditée très tôt en Asie. Dès 1947, on a l'indépendance de l'Inde. 1954, la France est humiliée à Dien Bien Phu le 7 mai. Mais pour l'Afrique, il faut attendre 1960. C'est la cascade des indépendances. Et pour les colonies portugaises, ça va venir tardivement, entre 1974 et 1980. Mais pour dire les formes aussi, on n'a pas 1000 formes. La décolonisation, soit la forme elle est pacifique ou bien violente. Si l'indépendance est obtenue après négociation, on nous parle d'une décolonisation pacifique. Cependant, décolonisation pacifique ne signifie pas absence totale de violence. La décolonisation, elle est violente. Si le pays accède à l'indépendance après une guerre de libération, il y a des exemples, l'Indochine, l'Algérie, et j'en passe, et les colonies portugaises. Maintenant, si on prend la 6e leçon, c'est la décolonisation en Inde et en Indochine. L'élève retient que ces deux pays ont connu une décolonisation ratée. Vous l'avez vu lors de la composition qu'on a proposée au niveau de la région de Thiès. La 3e consigne parle de ça. Pourquoi la décolonisation est ratée? Parce que l'objectif de départ pour les hindous, qui était l'indépendance dans l'unité, n'a pas été atteint. En 1947, le 15 août, au moment où l'indépendance est proclamée, le pays est divisé en deux. Nous avons l'Inde, dirigée par Nehru, et nous avons aussi le Pakistan, qui regroupait les musulmans. Et plus tard, la partie orientale du Pakistan, vers 1955, va se rebeller. Elle va obtenir son indépendance en 1971 sous le nom de Bangladesh. Si vous prenez aussi l'Indochine, même situation. La France est humiliée en 1954. Le Vietnam est divisé en deux. Vietnam du Nord, dirigé par Ho Chi Minh. Vietnam du Sud, dirigé par Ngo Dinh Diem, séparés au 17e parallèle. En 1956, les deux Vietnams entrent en guerre. Et cette guerre va prendre fin en 1973. 1975, on assiste à la réunification des deux Vietnams. C'est pourquoi au bac une année, on a posé cette question. Dans le texte de commentaire, on avait cité 4 pays. La Chine, l'Indochine, l'Allemagne et la Corée. On a dit aux élèves, montrer les ressemblances et les dissemblances qu'on a constatées dans ces 4 pays après la Seconde Guerre mondiale. La ressemblance, c'est quoi? Ces 4 pays ont connu la division après la guerre. J'ai parlé tout à l'heure de la division de l'Allemagne, non? La Chine a connu une division en 1949. Nous avons la Chine-Taïwan et la République populaire de Chine. L'Indochine, à travers le Vietnam, a connu une division. Vietnam du Nord, Vietnam du Sud. La Corée a connu une division, Corée du Nord, Corée du Sud. Maintenant, 2 pays ont connu aussi des ressemblances. C'est le Vietnam et l'Allemagne. Car ces 2 pays ont réussi leur réunification au moment où la Corée et, comment dirais-je encore, la Chine n'ont pas réussi leur réunification. Car au moment où je vous parle, on a 2 Corées, on a 2 Chines. C'était au baccalauréat. Arrêtez aussi vos complications. Les élèves, des fois, sont trop compliqués. Grand, vous savez qu'une année au bac, on a demandé aux élèves de donner la date de création de l'ONU. Je vous parle de bac, hein? Entre parenthèses, jour, mois, année et le lieu. Mais est-ce que la question là, elle n'est pas claire? On n'a pas dit rappeler, non, on a dit donner. L'élève doit dire, l'ONU a été créée le 26 juin 1945 à San Francisco, aux États-Unis, point. Mais qu'est-ce que les élèves ont fait? Ils ont commencé depuis 1941 pour atterrir en 1945. Mais parce que les élèves ont tendance au bac à dire, ah non, non, c'est le bac. Non, il y a des pièges, quoi, il y a des pièges. Si le sujet est trop facile, souvent nos élèves passent à côté. Et puis, arrêtez de faire du remplissage. Je vous jure, ce matin, au lycée Demba Diop, 2 gosses discutent. L'un dit à son camarade, mais comment est-ce que je vais faire pour remplir les bassins? Parlant de bassins, il parle des feuilles du baccalauréat. Donc, dans sa tête, lui, il doit remplir. Au lieu de répondre à des questions.
Or, grand, le commentaire historique, je vous jure, des fois, certaines consignes, l'élève peut ne pas tourner la page et il répond à toutes les questions. Et il a 16 ou 17. Attention, soyez concis et prêts et précis. Remplissage ne sert à rien. Ah non, non, c'est ce qu'il a dit, les bassins. Les tapis là, n'essayez pas de les remplir. On ne cherche pas la quantité, mais la qualité. S'il vous plaît. Est-ce clair? En géographie aussi. Non, ça c'est une parenthèse. Les formules. Un élève qui ne parvient pas à prendre les points des formules du diagramme ne mérite pas le bac. Non, demandez-moi pourquoi. Là-bas, on ne réfléchit pas, on restitue. Mais le monde entier sait que solde commercial égale export moins import. Bilan énergétique égale production moins consommation. Estimation égale Pn facteur de P0. P0 facteur de 1 plus tan le tout à la puissance n. Donc on n'a pas besoin d'être un génie. Il faut parceriser les formules et les appliquer. Et vous n'aurez pas ce jour-là les formules au tableau. Vous ne les aurez pas devant vous. Grand, avant le bac, si vous faites chaque jour 2 formules, ce n'est pas beaucoup. Essayez 2 formules par jour. 20 jours, c'est combien de formules? Grand, vous croyez que 40 formules, on peut sortir de ces 40 formules au bac? C'est impossible. Prenez 2 formules par jour, c'est bon? 2 seulement. Ne dépassez pas 2, 2. Ça suffit, 2. Même le jour de la tabaski, prenez 2 formules. Ah oui, en égorgeant, en immolant le mouton. Mais prenez au moins taux de couverture, export sur import fois 100. Ça n'a rien à voir avec le mouton, n'est-ce pas? Je reviens maintenant en histoire grand un peu. Après Indochine, une question cruciale d'actualité, c'est la question palestinienne. Grand, vous savez, la Palestine, d'abord la situation géographique. Nous sommes dans une zone semi-désertique. L'eau pose un problème. Premier problème. Nous sommes sur une terre où se rencontrent les 3 religions révélées. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Quand on vous parle de mur de lamentation, c'est pour les juifs, non? Je parle sous le contrôle de M. Sagnan. Dans certains documents, on parle de l'église de la Nativité ou basilique du Saint-Sépulcre. Là, c'est pour nos parents chrétiens. Mais pour les musulmans, la 3e mosquée la plus importante de l'islam se trouve sur cette terre, qu'on appelle Al-Aqsa. Et les Juifs ont dit, après avoir subi, comme on le dit, le sort de l'Empire ottoman, qui les avait obligés à quitter leur terre, ils ont dit que la Palestine est une terre sans peuple destinée à un peuple sans terre. Je reprends cette phrase. La Palestine est une terre sans peuple, destinée à un peuple sans terre. Et pourtant, au moment où il le disait, la Palestine était occupée par les Arabes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'ils ignorent la présence des Arabes et qu'ils considèrent que cette terre-là, elle est toujours vide. Et que leur mission principale, c'est d'aller occuper cette terre. Les Juifs ont subi l'antisémitisme. Les Juifs ont souffert. On les a chassés de leur terre. Arrivés dans la diaspora, les Juifs n'osaient même pas s'affirmer. En 1896, Théodore Herzl maintenant va lancer les débats à travers un ouvrage intitulé L'État juif. Dans lequel ouvrage il prônait quoi? Le retour à la terre promise. En 1897, les Juifs se rencontrent à Bâle, Suisse, pour y tenir le premier congrès sioniste. C'est quoi le sionisme? C'est une doctrine qui prône le retour des Juifs à Sion. Sion, c'est la colline sur laquelle est bâtie la ville sainte de Jérusalem. Donc le retour à Sion, c'est le retour à Jérusalem. Le retour à Jérusalem, c'est le retour en Palestine. Face à cette situation, pour aller vite, la Première Guerre mondiale éclate en 1914. En pleine guerre mondiale, un ministre anglais du nom de Balfour va faire une déclaration le 2 novembre 1917
communément appelée la déclaration Balfour, dans laquelle déclaration il disait il faut la création d'un foyer national juif en Palestine. Les Juifs ont un soutien de taille. Mais pour le moment, la Palestine n'est pas une colonie britannique. En 1918, la Première Guerre mondiale prend fin. En 1919, la SDN est créée. La SDN va confier la Palestine à la Grande-Bretagne. Les Juifs vont dire à ces Anglais, la promesse est une dette. Vous nous avez promis la création d'un foyer national juif en Palestine, nous voulons retourner chez nous. Les problèmes commencent. Effectivement, les Juifs s'organisent à travers des bateaux qu'on appelle Exodus. Ce sont les bateaux qui transportaient les Juifs en Palestine. Les Palestiniens, au début, n'ont pas réagi parce que le nombre n'était pas important. En réalité même, les premiers Juifs qui arrivent, ce sont les Palestiniens qui vendaient une partie de leur terre à ces Juifs. Mais le débat, c'est quoi? Lorsque le nombre est devenu important, les Arabes vont se lever pour demander maintenant aux Anglais d'arrêter les vagues migratoires. C'est dans ce contexte que la Seconde Guerre mondiale va naître, va déclencher, du moins, va commencer en 1939. Pendant cette guerre, je l'ai rappelé tout à l'heure, Adolf Hitler a préparé la mort des Juifs. Hitler disait quoi? Jetez les Juifs dans la mer, les Juifs souillent la terre. Hitler dit, Juif égale souillure, saleté, impureté. Mais je comprends Hitler, il est rattrapé par son passé. Excusez-moi du terme. Hitler est un bâtard. Sa maman a été enceinte et abandonnée par son papa. Le père de Hitler est juif. Hitler est d'origine juive. Mais c'est son enfance qui a poussé Hitler à développer une haine viscérale envers les Juifs. Et pour lui, il disait quoi? Le Juif ne mérite pas la vie. Il l'a théorisé dans son livre, mais il l'a appliqué pendant la Seconde Guerre mondiale. La preuve, au lendemain de la guerre, on nous parle de 6 millions de Juifs tués par Hitler, au moment où les Juifs n'étaient que 8 millions en Europe. Il n'en reste que 2 millions. Faites très attention. En 1945, les Juifs ont subi ce qu'on appelle l'extermination. Le monde entier maintenant va se lever pour dire quoi? On n'a pas le droit de décider de la mort d'un peuple. Il faut un État pour les Juifs. On avait même proposé des terres en Afrique. Les Juifs ont refusé. Ils ont dit quoi? On veut retourner chez nous. En 1946, lorsque les Anglais ont commencé à diminuer les vagues migratoires, les Juifs n'étant pas contents vont créer ce qu'on appelle les groupes terroristes. La LEI, le groupe Irgun, le groupe Stern, Haganah, etc. Ils s'attaquent à l'hôtel King David. Là où se trouvaient les Anglais en Palestine, le bilan est lourd. Le bilan est de 110 morts. C'est en ce moment où la Grande-Bretagne va saisir l'occasion, avec la création de l'ONU en 1945, pour confier le dossier de la Palestine à l'organisation. L'ONU a hérité d'un dossier très lourd. L'ONU doit décider. Mais n'oubliez pas aussi, au sein de l'ONU, on a une grande puissance qu'on appelle les États-Unis. Or, les Américains sont trop proches des Juifs. Ce n'est pas le hasard. Les Juifs font partie des peuples les plus intelligents au monde. Vous ne pouvez pas voir une économie dans ce monde, surtout dans les pays développés où il n'y a pas la main des Juifs, surtout aux États-Unis. L'ONU a décidé de proposer un plan de partage le 29 novembre 1947 en donnant 55% aux Juifs. Dans certains documents, 45% aux Arabes. Dans d'autres, 43% aux Arabes, 2% aux villes saintes de Jérusalem et de Bethléem, qui doivent rester sous le contrôle international, c'est-à-dire sous le contrôle de l'ONU. J'ai dit aux élèves, le partage est inégal et inéquitable. Le partage pouvait être inégal et équitable. Si on avait donné 55% aux Arabes, majoritaires pendant cette période, plus nombreux, et 45% aux Juifs, j'allais dire, le partage est inégal, mais le partage est équitable. On parle de partage équitable lorsqu'on donne à tout un chacun ce dont il a besoin. Le partage est égal si on a 50-50. Mais ici,
le partage est non seulement inégal, mais le partage est inéquitable. Le partage est accepté par les Juifs, rejeté par les Arabes. Et les Arabes, naturellement, en rejetant le partage, préparent maintenant la contre-offensive. Les Anglais profitent du 14 mai 1948 pour quitter la Palestine. Le même jour, David Ben Gourion, le président de l'agence juive, va proclamer la naissance de l'État d'Israël. Le lendemain, 5 armées arabes décident de faire d'Israël un État mort-né. Qu'est-ce qu'on appelle État mort-né? Si Israël, sa naissance est proclamée le 14 mai 1948, si les Arabes gagnent la guerre le 15 mai 1948, mais l'État d'Israël va disparaître le lendemain. C'est pourquoi je parle d'un État mort-né. Mais ils ont oublié une chose grande. Derrière Israël, il y a une grande puissance, c'est les États-Unis d'Amérique. Parce que la logique ne voudrait pas qu'un État qui vient de naître puisse gagner une guerre devant 5 armées arabes. On avait l'Égypte, on avait l'Irak, on avait la Syrie, on avait le Liban, on avait la Transjordanie, mais ces 5 armées arabes seront battues. Mais moi, ce n'est pas la défaite qui m'intéresse, mais les conséquences de la défaite. Après cette défaite, les Juifs commencent à grignoter sur les 45% qu'on avait donnés aux Arabes. Déjà en 1949, à la fin de la guerre, de 55%, ils passent à 78%. Donc 23% des 45% donnés aux Arabes maintenant appartiennent aux Juifs. Maintenant, les Arabes qui vivaient dans ces territoires seront obligés de se déplacer et devenir des réfugiés. Ils vont se réfugier au Liban, Transjordanie, mais aussi vers la Syrie. 700 000 Palestiniens. Ça, c'est énorme. C'est la guerre d'indépendance. Ensuite, nous avons la crise de Suez, 1956. Gamal Abdel Nasser, une année, on l'a proposé au bac. Je donne souvent des références. On avait proposé 2 textes. Un texte de Nasser et un texte de Modibo Keïta. On a dit aux élèves, présentez les auteurs des 2 textes en donnant leur nationalité, leur fonction et un événement majeur auquel elles se sont illustrées. Je corrigeais à Joal Fadiout. Un élève m'a dit Modibo Keïta, de père Keïta, de mère Keïta et de famille Keïta. Ok, c'est bon. Non, je n'ai pas besoin de donner la note. Mais en tout cas, voilà ce qu'il a dit. De père Keïta, c'est vrai. Mais qui a dit à cet élève que la maman de Modibo Keïta se nomme Keïta? C'est ça la bonne question. Non, c'est pour dire quoi? Des fois, il faut faire très attention. Il y a de ces auteurs, de ces personnages en terminale, l'élève doit les connaître. Attention grand. Gamal Abdel Nasser, c'était le président de l'Égypte. Qui dit Égypte, dit le canal de Suez. En 1956, il avait un projet. Il voulait construire un barrage qu'on appelle le barrage d'Assouan. Il a demandé aux Américains de financer le barrage. Ces derniers ont refusé. Arguant quoi, Nasser était plus proche des communistes. Et comme ils étaient dans leur logique de containment, aider Nasser, c'est aider le communisme. Et le refus des Américains de financer le barrage a provoqué la colère de Gamal Abdel Nasser. Il décide maintenant de nationaliser le canal de Suez. Or, le canal était exploité par une entreprise franco-britannique. Les Anglais, les Français, si la nationalisation est réelle, doivent quitter l'Égypte. La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Égypte. Pire, les 2 grandes puissances signent un accord tacite avec Israël. Et on n'a pas besoin d'être un scientifique pour savoir que si Israël, en tant que pays, a battu 5 armées arabes, dans ces 5 armées, il y avait l'Égypte. L'Égypte est incapable de battre la France, la Grande-Bretagne et Israël. La seule chance de l'Égypte, c'est quoi? Nous sommes dans la coexistence pacifique. Si les Américains laissent faire la France et la Grande-Bretagne, mais c'est la fin de la coexistence, car l'URSS va croire, va penser que les Américains soutiennent leurs alliés
pour non seulement imposer leur force, mais propager aussi le capitalisme en Afrique du Nord. URSS menace de bombarder la France et la Grande-Bretagne. Pour la première fois, les Américains vont tourner le dos à la France, à la Grande-Bretagne et à Israël. Ils vont imposer les deux, URSS et États-Unis, à la Grande-Bretagne, la France, Israël, de quitter l'Égypte. Les historiens vont parler de victoire, mais attention, on parle de victoire diplomatique. Car Nasser a réussi à faire quitter la France et la Grande-Bretagne. Israël retourne et l'ONU, pour assurer la sécurité de l'Égypte, va envoyer des casques bleus qui vont jalonner la frontière. En 1967, une guerre éclair va opposer Israël, l'Égypte et la Syrie, communément appelée la guerre des 6 jours. Cette guerre est revenue lors de la composition. Voilà, très bien. Et si vous voyez comment on pose les questions, dans la dissertation, on a dit aux élèves, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles l'État israélien est né, montrer l'impact de la guerre des 6 jours dans la conquête des territoires. La guerre, c'est du 5 au 10 juin 1967. Ne faites pas 10 moins 5. Si vous faites 10 moins 5, ce n'est pas 6 jours, c'est 5 jours. Vous dites 5, 6, 7, 8, 9, 10, et tu as 6 jours. Est-ce que vous m'avez compris? La cause principale de cette guerre, parce que ça c'est une guerre de prévention, en réalité c'est l'Égypte qui a fermé un golfe qu'on appelle le golfe d'Aqaba. Et les bateaux qui transportent l'énergie vers Israël passent par ce canal. Si le canal est fermé, Israël risque quoi? Une crise énergétique. Cette crise, si elle dure dans le temps, on va vers une crise économique. Est-ce qu'Israël va croiser les bras? Non. Israël va imposer l'ouverture du canal d'Aqaba. Israël attaque, nous sommes le 5. Dès le 10, l'Égypte et la Syrie sont battus. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Israël se permet maintenant d'occuper les terres des pays voisins. Avec la guerre de libération, Israël a occupé la Palestine. Maintenant, Israël a occupé le Sinaï. Le Sinaï appartient à l'Égypte. Israël a occupé le plateau du Golan, qui appartient à la Syrie. Israël a occupé une partie de la bande de Gaza. Israël va occuper Jérusalem-Est. Israël va occuper la Cisjordanie. Les problèmes commencent. Car les forces sont divisées. L'Égypte et la Syrie, avant de penser désormais à libérer la Palestine, ils vont penser à récupérer leur terre. 3 ans après, non, avant même cela, l'ONU va sortir une nouvelle résolution qu'on appelle la résolution 242, dans laquelle résolution l'ONU exige à Israël de restituer les terres conquises. Israël refuse de restituer les terres et va les conserver. C'est dans ce contexte qu'on va assister à la mort de Gamal Abdel Nasser en 1970. Il sera remplacé par Anwar el-Sadat. Dans son discours d'investiture, il dit « Je le jure devant Dieu de venger mon prédécesseur ». Il parle de qui? De Gamal Abdel Nasser, très bien. Mais en plus de cela, il dit « Je jure devant vous, Égyptiens, de récupérer les terres conquises par Israël. » Et en le disant maintenant, tout le monde doit s'attendre à une nouvelle guerre. Il va préparer cette guerre pendant 3 ans. 3 ans, il va préparer la guerre. Il a choisi le 6 octobre 1973, qui coïncide avec une fête juive intitulée ou appelée Yom Kippour pour attaquer Israël. 49, ils ont perdu. 67, humiliés. Il faut trouver une stratégie pour gagner la guerre. Et je crois qu'en période de fête, d'habitude je dis aux élèves, si vous attaquez un pays musulman, le jour de la Tabaski, ils vont mourir comme des mouches. Si vous attaquez un pays chrétien, le jour de la fête de Pâques, c'est la catastrophe. Maintenant, la fête la plus importante chez les Juifs, c'est la fête de Yom Kippour. Il a choisi Anwar el-Sadat, ce jour pour attaquer les Juifs. Pour la première fois, les Arabes auront une victoire. Mais attention, c'est une victoire éphémère, il ne faut pas jubiler. On a affaire à un peuple immensément intelligent. Étant en position de faiblesse,
les Juifs ont demandé un cessez-le-feu accordé par l'ONU. Les Arabes vont dormir croyant que l'ONU, les Juifs vont venir autour d'une table pour discuter de la fin de la guerre, ce qui va leur permettre d'exiger à ces Juifs la restitution de leur terre. Ils n'ont rien compris. Le cessez-le-feu a permis à Israël de mobiliser une forte armée pour lancer une contre-offensive vers le 15 octobre 1973. On va assister à quoi? Mais on va assister à une nouvelle défaite des Arabes. Et au lendemain maintenant de cette défaite, les Arabes, n'étant pas contents de l'ONU, décident de Palestiniens. Qu'est-ce qu'on met? L'organisation palestinienne. Le professeur Songué l'a rappelé tout à l'heure. Pour qu'on puisse parler d'État, il faut d'abord un territoire. La Palestine n'a plus de territoire. Les Palestiniens n'ont que des poches, car les terres palestiniennes ont été occupées par les Juifs, ce qu'on appelle la conquête. C'est cette situation qui va provoquer quoi? Lorsque Obama est arrivé au pouvoir, avant l'arrivée de Obama, on va assister à la mort de Yasser Arafat. C'est très important. Le 11 novembre 2004, Yasser Arafat n'est plus. Il est remplacé par Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas arrive au pouvoir. Il dit, je veux non seulement un rapprochement avec l'Israël, mais je veux une paix définitive. Obama arrive au pouvoir. Il dit, il faut que le monde doit cesser de rêver. En Palestine, on n'a pas 1000 solutions. On n'a qu'une seule solution, c'est la solution à 2 États. Un État israélien et un État palestinien. Et je vous dis, chaque année, il envoyait son secrétaire d'État qui s'appelait John Kerry, qui se déplaçait soit en Palestine ou bien vers la terre israélienne pour un rapprochement entre les deux pays. Malheureusement, jusqu'à la fin de son mandat, il n'a pas réussi à mettre fin à ce conflit. Il est remplacé par un président hors pair. Je vais nommer Donald Trump. Grand Donald Trump, tout le monde sait qu'on ne peut pas mettre fin à ce conflit sans la main des États-Unis. Ce n'est pas possible. Lorsque les Juifs ont décidé de transférer leur capitale de Tel Aviv à Jérusalem, on attendait quoi? La réaction des États-Unis. Qu'est-ce que Donald Trump a fait? Il a déplacé l'ambassade des États-Unis qui se trouvait à Tel Aviv à Jérusalem. À travers cet acte, qu'est-ce qu'il montre? Il reconnaît Jérusalem comme la capitale d'Israël. Or, on avait dit en 1947, lorsqu'on partageait l'ONU, la Palestine, la ville de Jérusalem doit rester sous le contrôle de l'Organisation des Nations Unies. Donc Israël a violé 2 fois la résolution 181. En 2023, pour nous rapprocher un peu, le Hamas, l'aile dure en Palestine, je dis bien 2023, a infiltré Israël, provoquant des attentats terroristes. Le bilan était de 1000 morts. On a assisté à la réaction juive, avec un bilan de 34 000 morts du côté palestinien. Au lendemain de ces attaques, le monde s'est levé à nouveau, comme d'habitude, pour s'indigner. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas un acte réel pour mettre fin à ce conflit. Mais la situation peut s'aggraver avec l'Iran. Vous avez suivi ces derniers temps les relations très heurtées entre Israël et Iran. Israël, en une nuit, a reçu 300 drones venant d'Iran. Mais Israël, actuellement, n'a pas encore riposté à nouveau. Pourquoi je dis à nouveau? Parce qu'Israël, par erreur, avait frappé l'ambassade iranienne. Les Iraniens ont réagi en bombardant Israël avec 300 drones. Israël promet qu'il va riposter à nouveau. Si c'est le cas, le conflit qui cessait d'être un conflit israélo-arabe va redevenir un conflit israélo-arabe. En 2024, là où nous sommes, il y a 3 semaines de cela, Israël a encore frappé vers la bande de Gaza avec un bilan en cours de 49 morts. Maintenant, la bonne question est la suivante. Est-ce que le monde entier doit rester inerte face à cette situation? Est-ce qu'on ne doit pas faire quelque chose? Parce qu'on se rapproche d'un conflit mondial sans le savoir. Toutes les guerres mondiales se sont déroulées par alliance.
Triple alliance, triple entente, Première Guerre mondiale. Force de l'Axe alliée, Deuxième Guerre mondiale. Les Américains se sont affirmés derrière les Juifs. La Russie s'est affirmée derrière les Arabes. Est-ce qu'on doit attendre maintenant la formation des blocs pour plonger à nouveau le monde dans un troisième conflit mondial? Je crois que la réponse est non. Et pour dire, on a besoin de paix et que la paix doit passer par quoi? Le règlement de ce conflit. Je vais terminer par une leçon très complexe. Non, là, je ne développe pas. Je donne des dates. C'est l'Algérie. Non, l'Algérie surtout, grand. Sénégal, ce n'est pas trop compliqué. Vous savez pourquoi l'Algérie? L'Algérie a connu 132 ans de domination coloniale. L'Algérie est devenue colonie française en 1830. Mais l'Algérie était considérée comme un département à part entière de la France. C'est ça la différence. L'Algérie était considérée comme une colonie de peuplement. Au moment où, en 1954, les Arabes étaient au nombre de 8 500 000, les pieds noirs, ce sont les Français qui habitaient en Algérie, n'étaient que 980 000. Ce sont ces 980 000 qui dominaient les 8 500 000. Déjà, injustice. C'est dans ce contexte où on va voir maintenant la naissance des mouvements. Et dans ces mouvements, il y avait un mouvement radical qu'on appelle l'association des oulémas, dont le slogan montrait leur position. L'islam est ma religion, l'arabe est ma langue, l'Algérie est ma patrie. Si la France dit l'Algérie appartient à la France, les oulémas disent l'Algérie est ma patrie, déjà ils rejettent l'idée comme quoi l'Algérie appartient à la France. Mais qu'est-ce qui a déclenché l'insurrection? C'est pour vous permettre de faire la corrélation. C'est la défaite de la France à Dien Bien Phu. Demain, si on dit à un élève, dégagez le contexte historique, en évoquant deux facteurs qui ont déclenché l'insurrection algérienne en 1954, tu ne peux pas ne pas retourner en Indochine. Pourtant, nous sommes en Algérie. Hein? Il a fallu la défaite de la France, le 7 mai 1954, pour voir les Algériens sortir dans la rue le 1er novembre, date d'une fête chrétienne, communément appelée Toussaint. Et vous l'appelez Toussaint rouge dans cette leçon pour tout simplement déclencher la guerre en Algérie. La guerre va durer 8 ans, de 1954 à 1962. Et en 1962, ce sont les accords d'Évian qui vont mettre fin à cette guerre et permettre à l'Algérie de devenir indépendante avec comme premier président Ahmed Ben Bella. Mais dans cette leçon, il y a des noms à retenir. Il y a deux groupes de révolutionnaires. Nous avons le premier groupe qu'on appelle Ferhat Abbas. Ceux qui ont fait la leçon ont entendu ce nom. Si vous prenez aussi le premier groupe, nous avons Messali Hadj. Mais si je prends le deuxième groupe, il faut retenir 5 noms. Aïd Ahmed, Ben Djeloul, Aïd Ahmed, Mohamed, Ahmed Ben Bella. Nous avons aussi, merci grand, Boudaf. Nous avons, ceux qui ont fait la leçon, aidez-moi. Ben Badis, très bien grand. Applaudissez la tribune couverte. Voilà, très bien. Et pourquoi j'insiste? C'est par rapport à la première question au bac, la présentation des personnages souvent. Je ne dis pas que ça va sortir. Grand, vous pouvez aller au bac, on ne vous demande même pas de calculer. L'année dernière, il n'y avait pas de calcul au premier tour. Malheureusement, il y a des élèves qui ont calculé. Car il y a des élèves, c'est des ordinateurs. Il y a des élèves, non, coûte que coûte, ils calculent. Or, grand, on avait demandé de représenter des données qui étaient là dans le tableau. C'est-à-dire, on ne calcule rien, il fallait représenter directement. Et pour revenir sur un point, parce que vraiment, c'est la fin et on va vers le bac. Grand, l'interprétation d'un diagramme. Arrêtez de commencer votre interprétation par l'analyse du diagramme nous permet de. Si l'élève le dit, s'il termine sa phrase, il peut rendre sa copie. On ne peut pas demander à un élève d'interpréter, il commence par dire l'interprétation me permet ou bien l'analyse me permet. Tu n'as rien dit pour le moment. 3 phases. Observation. Qui observe, constate. Quand on constate, on fait la description.
Mais si on termine la description, on tire une conclusion. Et c'est fini. Arrêtez aussi de parler de barre dans les graphiques. La barre des États-Unis est plus haute que la barre de la Chine. Ça ne se dit pas. Non, la courbe monte, la courbe descend. Pour aller où? Non, grand. La géographie a un jargon. Vous ne pouvez pas échapper. Vous ne pouvez pas échapper à cela. Et demandez à M. Sagna qui est là. La grille du baccalauréat, on corrige la forme et le fond. Faites très attention. Dans la grille, on donne des points à l'expression. On donne des points aux connecteurs logiques. On donne des points aux phrases de transition. On donne des points à une copie qui est propre. On dit, même si la copie est surchargée, on enlève des points. Allah dit, cela veut dire quoi? Si on facilite la chose, ne vous compliquez pas la tâche. Vraiment, c'est avec ces mots que je remercie tout le monde. Je remercie aussi les représentants de IMG. Vraiment, que le bon Dieu puisse vous accompagner et vous puissiez réussir au premier tour avec la mention. Je vous remercie. Je vous rappelle qu'on a organisé cette synthèse pour vous aider à synthétiser vos cours de philosophie et d'histoire-géographie. Donc, je pense que vous allez rester uniquement pour du fait qu'on a organisé cela pour vous. Est-ce que vous allez rester? Je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous allez rester? Il y a des personnes qui ne donnent pas de réponse jusqu'à présent. Je répète, on a organisé cette synthèse pour vous aider à synthétiser vos cours de philosophie et d'histoire-géographie. Est-ce que vous allez rester? Merci beaucoup. Plus besoin de vous présenter IMG, comme vous le savez. Et je commence d'abord par remercier le représentant du maire. Parce que si vous le savez très bien, d'habitude, c'est le maire qui l'organise. Donc présentement, nous le faisons à la lumière de cette très belle organisation. Donc c'est une continuité. Après, je m'en vais remercier M. Songué Diouf de sa présence et de ses très bonnes explications. Je pense qu'aujourd'hui, il a fait naître ici des Socrates. Il y a combien de Socrates ici à Hambourg maintenant? Bon, je dirais qu'il y a deux, il y a deux personnes qui répondent. Il y a combien de Socrates à Hambourg maintenant? Ouais, il y en a plusieurs à cause de M. Songué Diouf. Donc, nous vous remercions vraiment du fait que vous êtes déplacés pour venir rendre cette journée très belle. Et après, avant de remercier M. Dieng, je vais lui laisser vous faire vibrer, vous tous. Il va vous faire vibrer aujourd'hui ici, Inch'Allah. Donc, je m'en vais vous remercier d'être venu aussi à l'effigie de cette très belle initiative de l'éducation. Nul ne peut développer une nation sans passer par l'éducation. Et c'est ce qu'on a compris, très jeune, je le dis, pour se mettre dans l'éducation et vous aider, vous tous, à réussir dans votre vie. Vous et nous, main dans la main, vers l'opulence des élèves et des étudiants. Je termine par me présenter. Je réponds au nom de M. Saint-Pape et je suis le directeur général de l'Institut de Management et de Gestion. Merci beaucoup.